Passionné par le théâtre, la poésie, les romans fantastiques, dystopies, thrillers ou historiques, l'auteur contemporain que j'évoque aujourd'hui est très attaché au style et à la qualité de l'écriture des récits. Bonjour. Jean-Pierre Bouguier est l'auteur d'une trentaine d'œuvres disponibles en lecture libre et gratuite sur le site Atramenta. Il est également amateur de musique et plus spécialement d'opéra. Avec son accord, je vous raconte l'une de ses nouvelles parues dans sa collection Fantasy, publiée en octobre 2024 sur le site Atramenta et intitulée Le Mur. Démons et merveilles, Michael Darjoy. J'avais un ami archéologue, Abel. Je ne l'ai pas connu très longtemps. Il a disparu du jour au lendemain, peu après notre dernière conversation. Personne ne l'a jamais plus revu. Un jour, il m'avait dit qu'il souhaitait s'établir dans ces murs. Telle était son expression. Il avait donc acheté un appartement dans un immeuble ancien du vieux quartier, au centre-ville. En fait, il s'agissait d'un grand appartement bourgeois qui avait été loti en 2 logements beaucoup plus modestes. Abel occupait le plus petit des 2. Je le sentais préoccupé par ces murs. Il parlait tout le temps de plâtre, de tapisserie, de revêtements, de cloisons à abattre, de peinture, d'enduit, de percements pour les tuyaux, de fils électriques à dissimuler et de 1000 réaménagements divers. Il semblait toujours se heurter au mur, obstacle apparemment majeur à la concrétisation de ses ambitions esthétiques et pratiques. Il m'avait invité chez lui quelques mois après son acquisition, et j'avais été étonné de constater qu'en réalité, il n'avait encore fait aucun des travaux qu'il évoquait à l'envi. Lors de nos derniers échanges, je lui posai les questions avec doigté. Je n'obtins d'abord pour réponse qu'un long silence. Il me regarda un moment, puis, détournant la tête, il finit par lâcher quelques mots sibyllins. C'est pas si simple. Les murs ont leurs droits. L'archéologie m'a appris cela. Je dois en tenir compte. Je dus sembler interloqué. Il précisa. Oui, leur épaisseur appelle une considération attentive. Ils ont toujours davantage à dire qu'il y paraît de prime abord. Mais rassure-toi, je vais m'y mettre dès demain, et avec ardeur. Il me tapotait le bras amicalement, en insistant sur ce dernier point. En effet, peu après notre rencontre, il avait commencé les travaux. Le délai de réflexion qu'avait nécessité cette décision s'était toutefois accompagné d'une réduction sensible de l'ambition d'Abel. Il s'agissait désormais davantage d'embellir plutôt que de rénovation architecturale. Refaire la tapisserie de sa chambre constituait le noble projet d'Abel, plus simple que les rêves antérieurs. Il avait donc loué une décolleuse et s'était mis à la tâche un jour de congé. Il s'était rapidement aperçu que la première couche de papier peint
des fleurs marron qu'il exécrait depuis des mois, en cachaient une seconde, des ramages pseudo-art déco, qui, elle-même, dissimulait une troisième sédimentation, un semis de points orange sur un fond kaki passablement atroce. Une fois cette dernière strate archéologique atteinte, il dégagea l'ensemble du mur. Prenant un peu de recul, il remarqua que le plâtre portait une sorte de dessin léger, une synopia, comme les peintures de fresques en préparaient pour faciliter la pose des couleurs dans une composition ainsi esquissée. Le trait, fin et rouge sombre, ne permettait pas de reconnaître des formes naturelles ou architecturales. Il s'agissait plutôt d'un réseau de lignes qui figuraient des arabesques, des entrelacs, un décor abstrait ou la signature d'une danse. Au centre du panneau, un cercle avait été tracé. Le contour était, comme le reste, discrètement marqué d'un cerne rouge, si peu appuyé que l'on ne devinait le motif d'ensemble qu'en faisant plusieurs pas en arrière et en l'examinant très soigneusement. La lumière rasante de la fenêtre aidait à ce repérage. Abel aurait fort bien pu ne jamais se rendre compte de cette énigmatique trace sur la paroi qu'il souhaitait tendre de velours vert. Seulement, voilà, c'était faire abstraction du caractère observateur de l'archéologue, toujours sensible aux indices, aux détails apparemment insignifiants et pourtant chargés d'hypothèses. Il fixa attentivement le dessin sur le mur, essaya de comprendre comment était construite cette figure, quel sens ou usage il pouvait lui attribuer. Il ne trouva rien de concluant, mais, à force de regarder, il finit par repérer qu'au centre du cercle, il y avait comme une pointe de rouille, la trace d'un ancien clou peut-être, ou la marque lointaine du compas qui aurait servi à décrire une circonférence. Il se rapprocha et se mit à gratter du bout d'un ongle. Il entama la surface du plâtre, laissant apparaître une tache un peu plus grande. Le matériau s'effritait facilement sous les doigts d'Abel. Celui-ci, étonné, porta les phalanges à son nez, par automatisme. Il s'aperçut alors que le mur, à cet endroit, semblait imprégné d'une matière odorante, entre ricin et naphtaline. Abel entreprit de dégager cette poche de plâtre taché, de façon à assainir la maçonnerie. Il redoutait que cette substance suspecte et volatile vienne maculer le tissu vert dont il voulait la recouvrir. Abel se montrait fier du choix de cette tapisserie. Il m'en avait présenté un rouleau, comme s'il s'agissait d'un tissage carolingien. J'avais avancé le doigt pour en apprécier le grain. Abel avait gentiment repoussé ma main, craignant la souillure sans doute. À l'aide d'une spatule, il entreprit de détacher du mur tout le matériau corrompu. Il gratta soigneusement, et le diamètre de la zone à nettoyer s'élargit notablement. Déjà, des miettes issues de ce travail s'accumulaient au pied de la cloison. Abel ne s'en laissait pas compter. Il souhaitait se débarrasser de cette tâche, car celle-ci devenait de plus en plus sombre au fil du décapage et de plus en plus molle. Abel ne pouvait abandonner les choses en l'état, et surtout pas les recouvrir d'un enduit cache-misère. Son père lui avait interdit ce genre de bricolage sagouiné. Il lui avait appris à rechercher les causes et les éradiquer. Il l'avait éduqué dans le respect de la bel ouvrage qu'il fallait exécuter dans les règles de l'art. Abel avait une mémoire exacte des préceptes de son père, pourtant mort depuis plusieurs décennies. Il irait jusqu'au bout de son œuvre de purification du mur. Au nom du père, ou bien au nom de l'archéologie.
Cette dernière implique, elle aussi, méthode et savoir-faire, et ne tolère pas les approximations, les sagouinages d'amateurs. La nuit était maintenant tombée depuis longtemps. Abel avait installé lampadaires et lampes de chevet posées au sol. L'éclairage du chantier se révéla parfait. Chaque poussière de plâtre était discernable. Elle s'agglomérait en petites concrétions tourbeuses au fur et à mesure qu'Abel raclait la plaie pour en faire choir l'exudat à terre. Tout le centre du cercle délimité en rouge était désormais concerné par la mission exploratoire et purificatrice d'Abel. La zone d'excavation faisait bien 40 centimètres de diamètre et sa profondeur atteignait déjà une quinzaine de centimètres. La matière extraite prenait une teinte de plus en plus soutenue. Elle devenait visqueuse comme une sorte de pâte glaiseuse, au point que, pour la première fois, le doigt d'Abel dérapa sur le manche de son outil. Les boulettes agglutinées peu à peu s'amoncelaient au bas du mur. La consistance, la couleur, mais aussi la taille et la profondeur du trou auraient dû alerter Abel. Les vigilances héritées de son père auraient dû résonner en lui. Dans le fort intérieur d'Abel, un cri d'alarme aurait dû retentir. « Arrête-toi, fils, tu vas traverser le mur. Te voilà à quelques centimètres de le perforer de part en part. Ce sera compliqué à réparer, d'autant qu'il faudra expliquer à ta voisine pourquoi tu perces la paroi de sa chambre à coucher. Arrête-toi, fils, il est encore temps. » On épiloguera sans cesse pour savoir pourquoi Abel était devenu sourd aux appels de la figure paternelle. Pour moi, il s'agit là d'un pur mystère. A-t-on vu cependant un archéologue renoncer à fouiller? Seule la force de la loi le contraint à remettre à plus tard, et à d'autres, le soin de parfaire une fouille que l'on ne peut poursuivre pour des raisons purement contingentes la plupart du temps. La lune éclairait au dehors des rues désormais réduites au silence, et Abel creusait, creusait. Un observateur, s'il en eût fallu un, aurait facilement qualifié Abel de dément. Il suait d'abondance, la chemise largement ouverte, le pantalon amplement maculé. Maintenant, il se livrait à un travail de démolisseur. Il n'en était plus aux préliminaires attentifs d'un archéologue prudent. Il attaquait le mur, avec détermination et bientôt avec violence. La paroi ne résistait pas. Sa matière demeurait molle, odorante, de plus en plus brune, de plus en plus collante. Abel dégageait cette glaise à l'aide d'une petite pelle qu'il avait achetée le mois précédent pour jardiner des pots de fleurs sur la terrasse. Il extrayait par pelletées entières la chair interne du mur. Il déplaça les projecteurs, car la surface et l'enfoncement de l'excavation étaient devenus beaucoup plus importants. Le diamètre atteignait maintenant plus d'1 mètre et la profondeur au moins 50 centimètres. Abel aurait dû ne pas faire preuve d'opiniâtreté. Il aurait dû savoir qu'on ne creuse pas à l'infini le mur de sa chambre. Il aurait dû se retenir et pourtant il excavait sans vergogne. Il désespérait de parvenir enfin à découvrir, grâce aux assauts énergiques de sa pelle, une substance saine et solide qui l'aurait satisfait et peut-être, aurait-il alors rebouché le trou s'en tenant là. Mais le matériau extrait n'évoluait en rien.
pelleté après pelleté, si terriblement mou et malodorant qu'Abel lui dénia toute légitimité à remplir son rôle de mur. Pourtant, à un moment donné, au cœur de la nuit, l'extrémité de son outil heurta quelque chose en émettant un bruit métallique. Abel regarda, essaya de palper avec le doigt afin d'identifier cette nouveauté. Il avait retrouvé ses précautions d'archéologue. Il finit par s'apercevoir, à force de patients et prudents efforts, qu'il s'agissait d'une brique. Il avait atteint une brique. Le mur révélait une authentique solidité, borné comme un vrai bon mur par de la brique pleine. Abel tressaillit de joie et reprit courage. Il se dit qu'il tenait enfin quelque chose de sérieux, de consistant, sur lequel il pouvait désormais s'appuyer. Puis, brusquement, alors même qu'il eût pu interrompre son travail, rassuré et satisfait, il décida d'aller chercher un marteau et un burin. Pourquoi, Abel? Pourquoi, Abel, as-tu fait cela? Cette brique qui apparaissait sur ton chemin, au cœur de ton chantier, aurait dû te signifier la limite de ton art, de ton action. Le fait d'avoir reconnu une brique n'a pas stoppé ton élan, comme si cette brique, au lieu de constituer un signal d'arrêt, devenait un nouvel écueil, un autre obstacle, un écran qui aurait masqué quelque chose auquel tu aspirais. Mais que recherchais-tu dorénavant avec ton burin et ton marteau? Car te voilà qui attaquais la brique. Je dis bien, tu attaquais la brique. Franchement, dans sa masse et non par ses scellements, tu voulais l'éradiquer, l'éliminer, la réduire en poussière. Et tu frappais, sur ton burin avec une belle énergie, avec une farouche détermination. Ton visage montrait une sorte de haine. Une fois la brique pulvérisée, tu en jetas les débris hors de la cavité. Elle gisait en morceaux qui rejoignirent à terre les boulettes de glaise et le plâtre. Ça commençait à faire un solide cône de déjection autour de tes pieds qui s'enfonçait dans les sédiments. Qu'espérais-tu alors? Deviner dans la pénombre l'éclat d'or d'une sépulture antique dont tu viendrais de casser la paroi? Mystère. Tu te courbais à l'intérieur du trou. Tu essayais de marteler au-delà de la brique. Avais-tu espoir d'en atteindre d'autres? Te serais-tu arrêté alors? Non, tu as répété un petit train de briques tout au fond de ta caverne. Tu as entrepris, de rechef, de poursuivre d'une hargne destructrice. Tu t'efforçais de desceller les rangs de briques, de les ébranler de toutes tes forces. Comme cela te semblait un peu laborieux, tu jetas soudain le burin sur le lit et tu les attaqua directement avec le pied de biche du marteau. De la brique vola en éclats qui te striaient les joues et te firent saigner. Mais tu ignoras tout de ces détails. Tu cognais à en perdre le souffle, perché dans une position extravagante, allongé à l'intérieur de l'excavation, le bout d'un pied appuyé sur le tas de débris et l'autre jambe déjà à demi pénétrée dans la cavité, le genou replié, la hanche tordue. Tous tes muscles bandés contribuaient à l'effort comme si tu poursuivais l'essentiel de ta vie. Le bricoleur et l'archéologue avaient laissé le champ libre à un vandale obstinément destructeur. Les morceaux dévalaient à terre sans arrêt désormais. On entendait les gémissements qui accompagnaient tes coups de boutoir déterminés.
Abel, pourquoi ne pas avoir écouté ta raison? Abel, tu aurais encore pu t'arrêter à ce moment-là. Il n'était pas encore trop tard. Où comptais-tu parvenir ainsi? Quel était donc ton but secret? Dans ce mur, ou bien en toi-même au plus profond de ton esprit? Que cherchais-tu à détruire, à atteindre? Aux premières lueurs du jour, Abel souhaita reprendre souffle. Il se donna un peu de recul dans la pièce. Il se rangea derrière le lit et regarda le spectacle qui s'offrait à ses yeux terriblement cernés. Dorénavant, l'excavation était devenue extraordinairement profonde. Malgré les lumières, on en discernait mal le fond. Elle faisait plus d'1 mètre de profondeur. L'entrée de cette niche n'avait pas considérablement grandi, un bon mètre de diamètre. Visiblement, ce qui fascinait Abel ne se tenait pas à la surface, mais dans l'épaisseur, dans les entrailles de la paroi. Il allait chercher un double décimètre. La lecture de la mesure dut l'encourager car il jeta le mètre sur le lit et s'allongea à nouveau dans l'alvéole. Afin de continuer à travailler, Abel se coucha à l'intérieur, en chien de fusil. Au fur et à mesure de sa démolition, il amoncelait les gravats sous lui, puis les rejetait au sol avec ses genoux et ses pieds, comme un blaireau nettoie son terrier. Ainsi, il progressait peu à peu dans cette sorte de boyau dont il extrayait des briques encore, mais aussi des ferrailles, des moellons, des cornières, des bouts de verre, du sable, du mortier, de la terre. Il grattait, tapait, raclait, tirait, poussait, toujours en ânant à chaque effort produit. Il n'avait pas mangé depuis 24 heures et il ne semblait pas prêt à faire une pause. Vers le milieu du jour, on ne percevait plus que de faibles halètements. En effet, Abel se tenait déjà fort loin à l'intérieur de son mur et il creusait en aveugle. Il chantait en travaillant. Bientôt, plus rien ne sortit de l'orifice ouvert dans le mur. Abel était désormais trop avancé, et quand il repoussait vigoureusement les gravats derrière lui, ceux-ci ne parvenaient pas jusqu'aux lèvres de la plaie. Ainsi, la béance se refermait. Assez rapidement, elle parut de moins en moins profonde. Comment imaginer une galerie cachée au-delà de cet amoncellement de plâtras opaques? Seul, trahissant le travail en cours, une traînée de poussière diaphane pleurait doucement sur le sol. Un regard pressé ne voyait maintenant à l'emplacement de la cavité qu'un décapage grossier, inabouti, montrant un agglomérat de matériaux disparates. Combien de temps, Abel, creusas-tu encore? Les recommandations pratiques de ton père ont-elles finalement rendu tes efforts inutiles? Creuses-tu toujours? Serais-tu mort, étouffé par ta quête improbable et asphyxiante? Où te caches-tu aujourd'hui? Pourquoi Abel continua-t-il ainsi de dépenser toute son énergie vitale, et avec un tel acharnement? De la gaspiller au point de se perdre corps et âme dans l'épaisseur du mur? En quoi consistait le but qu'il s'était figuré poursuivre? Était-ce un projet personnel, objectif, raisonné, ou bien une chimère qu'avaient construite son esprit et sa main modelée par leurs automatismes destructeurs? Plus prosaïquement, pourquoi les coups répétés d'Abel n'avaient-ils pas alerté les voisins? Pourquoi Abel n'a-t-il pas percé très rapidement le plâtre de la chambre mitoyenne? En effet, le mur de séparation répondait aux standards habituels d'un immeuble ancien
et mesurait au maximum une trentaine de centimètres d'épaisseur. Comment peut-on creuser de la sorte dans un mur sans que l'excavation semble connaître un débouché? Ceci est vrai même pour l'épaisse muraille d'un château médiéval. Qu'est-ce qui constituait donc la nature véritable de ce mur? Qu'avait-il par essence d'aussi radicalement attirant, magique, mystérieux, je n'ose dire aussi radicalement impénétrable? Quelques trimestres plus tard, Abel fut déclaré disparu pour l'état civil. Aucun journaliste n'en conçut de faits divers. La famille souhaita revendre l'appartement. Immédiatement, la voisine de palier s'en porta acquéreuse. Elle fut ravie de réunir les surfaces modestes des deux logements, le sien et celui d'Abel, afin de reconstituer l'appartement primitif en un beau logis confortable. Elle ne connaissait pas Abel, ne s'était pas intéressée à sa disparition. La famille d'Abel avait replacé dans la cavité les gravats tombés au pied du mur, évinçant ainsi les éventuelles questions de l'acquéreuse. Et la nouvelle propriétaire trouva dans un placard le tissu vert qu'Abel avait prévu de mettre au mur de la chambre avant sa malheureuse incursion dans la maçonnerie. Le tissu plut beaucoup à la jeune femme. Elle décida de l'utiliser et d'installer sa chambre dans l'endroit le plus calme de tout le grand appartement, loin de la rue, là où Abel avait commencé ses travaux d'aménagement. Il fallut bien réparer le mur. Une équipe de plâtriers vint effacer la percée d'Abel, désormais réduite à une petite fente qui exhalait l'humide et le fétide. Face à celle-ci, les ouvriers ne se posèrent toutefois pas trop de questions, ou du moins, ils les gardèrent pour eux seuls. Peut-être aussi étaient-ils pressés d'en finir afin de retrouver un chantier plus gratifiant. Ils consolidèrent à la va-vite une sorte de blocage, en assemblant différemment 2 ou 3 gros décombres fixés à l'aide de quelques bonnes truelles de mortier. Ils bouchèrent ce qui restait de fente. Ils aplanirent l'étendue et la garnirent d'une belle surface de plâtre bien lissée. Puis des tapissiers refirent toute la chambre, qui prit classique et fière allure. La voisine d'Abel plaça face à son lit doré une immense glace ronde qui du plafond au sol cachait plus de la moitié du mur. Elle était centrée à l'exact emplacement de l'excavation abélienne, dont la nouvelle propriétaire n'avait jamais eu connaissance. Elle se montra très heureuse de ses travaux. Elle trouvait que la courte pointe rouge sang s'harmonisait au mieux avec les autres coloris pour le parfait décor du théâtre de ses nuits. Elle y dormait d'ailleurs fort bien. Le grandiose miroir lui permettait de s'admirer lors de son coucher. Une nuit, elle se réveilla, ouvrit les yeux comme si quelque chose soudain l'appelait ou la dérangeait. Elle se leva de sa couche, belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil, ainsi qu'un tragique leur a dit. Elle se dirigea vers le mur. Elle était attirée par le miroir en face d'elle. Une pâleur de lune imprégnait toute la surface givrée du verre. Elle crut voir de vagues ombres qui couraient sous l'étendue de cet étang embrumé. Perturbée, elle désira savoir davantage, s'approcher. Elle discerna sous le verre l'apparition mystérieuse d'un dessin. On eût dit la pointe d'une sanguine qui décrivait des arabesques, une sorte de danse abstraite figurant des entrelacs rouges sombres sous la surface. Elle vint plus près encore et caressa le miroir,
fasciné par cette étrangeté qui l'inquiétait de plus en plus. Elle suivit la trace de couleur avec l'extrémité de son doigt. Elle ne se rendit pas immédiatement compte que le reflet de sa main se dédoublait progressivement et qu'une autre main se dessinait dans l'épaisseur de la glace. Ce dédoublement était apparu avec une extrême lenteur à la surface du miroir. La main laissa la place, peu à peu, comme au sortir graduel d'un brouillard dense ou d'une forêt profonde, à la nudité d'Abel qui semblait marcher avec une infinie précaution vers sa voisine. Il lui tendait les bras. Surprise, celle-ci émit un léger cri suraigu, extrêmement court. Elle fixait la silhouette prodigieusement turgescente d'Abel. Dans un ralenti féerique, il avança vers elle en lui souriant. Elle le détaillait avec une attention extatique où se partageaient appréhension et fascination. Elle avait porté sa main à sa bouche. Elle la mordait au sang, peut-être pour se retenir de hurler comme elle aurait pu le faire face à cette apparition surnaturelle. Envoûtée, elle ne quittait pas du regard l'anatomie d'Abel. Soudain, reculant d'un pas, elle trébucha et se laissa tomber à la renverse sur le lit. Pamoison ou invite, nul ne le saura jamais. La moelleuse contrepointe rouge l'accueillit sans un bruit. La jeune femme se cacha immédiatement le visage de son bras replié, oubliant parfaitement sa pudeur ordinaire. Abel, exorbité par cet abandon, dessina avec la langue une ample grimace obscène. Léger, il bondit en silence hors du miroir. Je vous ai proposé Le Mur, une nouvelle écrite par Jean-Pierre Bouguer, parue dans sa collection Fantasy, publiée en octobre 2024 sous licence Creative Commons et avec l'accord de l'auteur. Je termine ce programme avec une poésie du même auteur et intitulée L'Indienne à Mexico, écrite en mai 2023. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Son père, trop ridé, lui avait confié, elle, l'aînée, le soin d'un commerce. 16 ans et toute responsabilité de la substance entre deux étés. Elle avait beaucoup marché, un peu couru et vivement marché, avec un gros ballot au côté. Elle voulait tant connaître la ville capitale, avec les hautes tours, les monuments, les fumées, les marais d'auto, les grands magasins. Elle a bien vendu tissus et bijoux, pas cher et beaucoup. De quoi se nourrir de fruits et de tortillas et rapporter l'essentiel à son père, là-bas, tout là-bas, dans la montagne. Mais elle voulut tout voir, tout parcourir, se gorger du tout, de la ville écrasante, captivante, les avenues interminables, les façades des musées,
les chantiers et les marchés, s'étonner, s'étourdir, fuyant les bus brinque-ballants, le métro trop obscur, oubliant la frénétique circulation, les avions vrombissants. Elle a marché des heures durant, revenant toujours à l'ombre du Palazzo de Bellas Artes, s'asseoir par terre, sous la protection d'un arbre. Quelquefois, on jette quelques pesos à l'autochtone d'Amérique, croyant qu'elle mendie à l'aide de ses habits chamarrés. Un soir de grande fatigue, des hommes la poursuivent dans les murs de Tlatelolco, la bousculent, volent la bourse sous le jupon. Ses yeux noirs pleurent, car elle ne sait où aller ni que faire. Surtout, pas retourner dans sa montagne, avouer la honte au père. Elle fuit, elle erre, sans presque plus dormir, mangeant des restes disputés. Un soir, je l'ai rencontrée, Paseo de la Reforma. Elle, l'indienne, fier profil, abattue, prostrée, assise en tailleur sur le trottoir de poussière, robe souillée, la main tendue en creux comme pour recueillir de l'eau, ne disant rien, totalement épuisée, complètement déplacée dans la folle cité, incapable d'y vivre, échouée, condamnée, désespérée, fille perdue d'une civilisation noyée. Qu'est-elle devenue ?